Bonsoir à tous, merci de votre attention. Voici les titres de l'actualité de ce mercredi. Un verdict surprise à Nice. Jean-Maurice Agnelet a été acquitté de l'assassinat d'Agnès Leroux, disparue il y a 30 ans. Le parquet avait requis 20 ans de réclusion. Nous entendrons sa première réaction. L'année 2006 est la deuxième plus chaude en France après 2003. Météo France a publié son bilan climatique aujourd'hui. La température a été de 1,2 degrés supérieure à la moyenne de ces 35 dernières années. 140 millions d'euros, c'est le montant des escroqueries à l'assurance chômage évalué par un rapport parlementaire. Les députés dénoncent une fraude croissante et organisée. Les retrouvailles des frères ennemis de l'extrême droite, Jean-Marie Le Pen obtient le ralliement de Bruno Maigret. Il espère aussi bénéficier de ses parrainages en vue de la présidentielle. Aux États-Unis, George Bush se démarque du rapport Baker sur l'Irak. Il rejette les appels à négocier avec l'Iran et la Syrie et n'exclut pas de renforcer la présence militaire américaine sur place. Enfin, un nouveau gène impliqué dans l'autisme vient d'être identifié par des chercheurs de l'Institut Pasteur. C'est une nouvelle étape pour comprendre l'origine de ce trouble du développement qui touche un enfant sur 200. Il n'a pas pu retenir ses larmes. Après 4 semaines de procès, Jean-Maurice Agnelet, 68 ans, a donc été acquitté tout à l'heure de l'assassinat d'Agnès Leroux, l'héritière d'un casino niçois disparu il y a 30 ans. D'autres larmes ont accueilli ce verdict qu'on n'attendait pas, il faut le dire, celle de la famille de la victime. Sur place, Dominique Verdaillan, Jean-Marc Nouknouk. Acquitté, un mot qu'il espérait entendre depuis la réouverture du dossier. À l'énoncé du verdict, Maurice Agnelet laisse verser quelques larmes. À l'instant, mes pensées sont pour Agnès Leroux. Monsieur Agnelet, Vous êtes acquitté, monsieur Agnelet. Monsieur Agnelet, c'est la fin d'un long parcours pour vous. Je pense à mes enfants, à tous mes enfants. Qu'est-ce que vous souhaitez dire à la famille Leroux, Plus tard, on en parlera. Ces deux fils ne peuvent pas non plus cacher leur émotion. Ils savaient que tout était possible, alors ils ont eu du mal à réaliser ce verdict. Je crois que c'est comme certains grands événements, on met du temps à comprendre. Vous n'avez jamais douté, vous étiez sûr de l'acquittement de votre père? J'avais dit à d'autres confrères que je mettais ma tête à couper, qu'il était innocent. J'aurais mis ma main à couper, qu'il serait acquitté. Sous le choc, la famille d'Agnès Leroux reste prostrée dans la salle d'audience de longues minutes. Seul Maître Kiejman a la force de parler face aux caméras. Alors qu'un doute dans l'esprit d'une minorité d'au moins 5 membres de la Cour est joué en faveur de M. Agnelet, c'est une chose. Il ne m'appartient pas de discuter cela aujourd'hui, mais encore une fois, nous espérons que les débats qui ont été suivis par beaucoup d'entre vous vous ont permis aussi de vous faire une opinion personnelle, et j'ose espérer que c'est la même que celle de René Leroux et la mienne, puisqu'encore une fois, nous n'avons pas changé malgré cette décision. Quelques minutes plus tard, René Leroux se ressaisit. Elle ne baisse pas les bras. Le combat n'est pas fini. Seul désormais un appel du parquet pourrait permettre la tenue d'un second procès. En direct de Nice, on vous retrouve Dominique Verdaillan. Ce doute l'a donc emporté parmi les jurés. Oui, mais c'est d'abord une blessure énorme pour René Leroux parce qu'elle fête demain ses 85 ans, dont 30 ans d'un combat solitaire pour la vérité et pour la justice. C'est aussi une gifle, un camouflet pour la justice, parce qu'après tout, on demandait aux jurés l'impossible, on leur demandait de résoudre une énigme que les magistrats, pendant près de 3 décennies, ont pris du bout des doigts. On a même eu, à la fin de ce procès, une accusation à géométrie variable, puisqu'on se demandait si Maurice Agnelet devait être éventuellement condamné comme étant l'assassin ou comme étant le commanditaire. Bref, l'affaire Leroux se résume à un crime sans cadavre, à un crime sans preuve matérielle, mais ce soir aussi à un crime sans coupable. Bref, Maurice Agnelet est libre, mais l'affaire Leroux reste une énigme. Merci Dominique. 2 informations encore dans l'actualité judiciaire. Les 12 bagagistes de Roissy jugés pour des vols d'objets ou d'argent ont été condamnés à des peines de 3 mois à 3 ans de prison ferme. Ils devront aussi verser 28 000 € à Air France, notamment pour atteinte à son image de marque. Le montant estimé des vols, je vous le rappelle, se chiffrait à 280 000 €. Et puis l'ancien élu UDF Jacques Dominati a été relaxé dans l'affaire des faux électeurs du 3e arrondissement de Paris. Ses sympathisants inscrits illégalement sur les listes en raison de leur fidélité supposée. Son fils aîné, Philippe, aujourd'hui sénateur, a en revanche été condamné à 6 mois de prison avec sursis et 2 000 € d'amende. Le cadet, Laurent Dominati, a quant à lui été également relaxé.
Les suites de l'affaire Godard. Après la découverte d'ossements du docteur, les autorités envisagent maintenant de draguer les fonds marins, car ces nouveaux éléments n'élucident pas le mystère. On ne sait toujours pas ce qu'il est advenu, par exemple, de la femme et du premier fils d'Yves Godard. On ne sait pas non plus si sa mort est volontaire ou accidentelle. Franck Genozo, Patrice Hacheret. Les ossements retrouvés par ce chalutier il y a 2 mois permettent de répondre à une question. Yves Godard est probablement mort au large des côtes bretonnes, à seulement 200 km de l'endroit où il avait pris la mer il y a déjà 7 ans. Il n'était donc pas en cavale autour du monde. Pour le reste, le docteur a sombré en emportant avec lui une partie du mystère. Les restes retrouvés ne permettent pas de répondre à cette question. Naufrage ou suicide, cette seconde piste est privilégiée. Une démarche suicidaire dans le cadre de laquelle Godard emmène de force toute sa famille, ses 2 enfants et son épouse, et peut-être tente de maquiller ce suicide par un naufrage. C'est l'élément clé de l'enquête. Le Nick, voilier de 9 mètres, n'a jamais été retrouvé. Pourtant, la mer a régulièrement rejeté des indices. Les ossements localisés en rouge sont les derniers en date. Mais aussi une annexe du bateau, un gilet de sauvetage, des vêtements et même une carte professionnelle. Des indices étrangement dispersés. Par les courants ou par une mystérieuse personne, les enquêteurs se posent encore la question. En tout cas, le juge d'instruction prévoit de relancer les recherches pour localiser l'épave. Quelques jours après la disparition du bateau, des traces de sang de l'épouse du docteur sont retrouvées au domicile familial et dans une camionnette sur le port de Saint-Malo. Yves Godard a-t-il tué sa femme? Si c'est le cas, son corps reste introuvable. Quant aux enfants, le crâne de Camille, 6 ans, avait été repêché en 2000. Mais aucune trace de Marius, 4 ans à l'époque. L'affaire Godard est loin d'avoir livré tous ses secrets. L'année n'est pas tout à fait terminée, mais Météo France a déjà fait ses calculs. 2006 est la 2e plus chaude en France depuis le début des relevés fiables en 1950. La première reste 2003. Après l'automne particulièrement doux, après la canicule du mois de juillet, ça n'est pas vraiment une surprise. Florence Bouquilla, Guillaume Fautra. La plage de Cannes, il y a moins de 3 semaines. 25 degrés dans l'air, 18 dans l'eau. L'automne 2006 a presque battu des records de douceur, comme l'année tout entière d'ailleurs. Selon Météo France, 2006 remporte la 2e place au palmarès des années les plus chaudes. Environ 3 degrés au-dessus de la normale dans beaucoup de températures de la journée. On va avoir environ 1,2 degré au-dessus de la moyenne par rapport à la normale. 2003 c'est encore plus élevé, donc on est dans un cycle où les hivers seraient plus doux et on assisterait donc à des périodes plus caniculaires durant l'été. Comme le montre cette courbe d'évolution des températures à Paris, le climat radoucit inexorablement depuis plus de 100 ans. Conséquence ? Je vois dans mon jardin, il y a déjà des bourgeons, donc il y a des bourgeons depuis une semaine. Parce qu'il a fait beau, donc je pense qu'il y a quand même un petit problème. Un problème dont l'ampleur surprend tout le monde en juillet 2003. La canicule a des conséquences terribles pour les personnes âgées. Dans la mémoire de nombreux Français, il n'avait pas fait aussi chaud depuis 1976, date de la grande sécheresse. Pour les agriculteurs de l'été 76, comme pour les commerçants de l'automne 2006, la douceur du climat n'est pas une bonne nouvelle. Pour les promeneurs, si. Quand il fait beau, les gens sont mieux. Ça influe sur le moral, le comportement des gens. C'est très important, la météo. Importante, certes, la météo, mais aussi prudente. Aucun expert n'affirme aujourd'hui pouvoir vraiment expliquer les raisons de ce réchauffement. Les fraudes à l'assurance chômage, on en a parlé récemment, mais aujourd'hui elles sont chiffrées pour la première fois. Un rapport parlementaire estime que les assédiques ont perdu 140 millions d'euros, près d'1 milliard de nos vieux francs. Les députés proposent un resserrement des contrôles car ils estiment que ces escroqueries ont pris récemment un caractère industriel, un caractère de plus en plus organisé. L'une de nos équipes a enquêté sur ces arnaques et vous allez voir que des kits du parfait fraudeur sont désormais en vente sous le manteau. Tout est préparé. Les fausses entreprises, les faux emplois, les fausses fiches de salaire. Enquête signée Yvan Martinet, Mathias Barrois. Un endroit discret, à l'abri des regards, aux portes de Paris, sur le parking d'un entrepôt. C'est ici qu'il nous a donné rendez-vous. Pour 2 à 3 000 euros, il vend des kits assédiques, c'est-à-dire l'ensemble des documents nécessaires pour percevoir l'indemnité chômage sans avoir travaillé un seul jour. Ces papiers, des faux bien entendu. Il ne soupçonne pas la présence de notre caméra. Dans le dossier, qu'est-ce que j'ai?
Bah, tu as des fiches de paie, tu as un contrat de travail, tu as une feuille jaune d'ACEDIC avec des montants calculés sur une année, sur 2 années. Voilà, à la demande. Tu peux faire un dossier de cadre supérieur à 10 000 euros. À 10 000 euros, bah, tu paieras 10 000 euros ton pack et tu iras aux ACEDIC et aux indemnités ACEDIC. Nous nous sommes procurés l'un de ces kits. Contrat de travail, feuille de paie sur 1 an, attestation ACEDIC, de quoi percevoir durant 20 mois 57% des salaires indiqués, comme le prévoit l'assurance chômage. En prime, ce mode d'emploi, en cas de question. Il décrit la nature du poste du faux salarié, mais aussi le décor du faux lieu de travail. S'il y a une vérification au niveau téléphonique, il y a quelqu'un qui décroche le téléphone qui effectivement confirme que cette personne est employée de telle date à telle date, parce qu'elle est au courant, bien sûr. Ce sont des sociétés qui tournent au minimum. D'accord ? Elles existent réellement, elles payent des petites cotisations normales sur un petit chiffre d'affaires. L'activité en elle-même est limitée. Vous en vendez souvent de ces dossiers? Bah, c'est un business, ouais. Vous avez déjà été condamné pour ça, et ça vous fait pas peur que du coup vous soyez surveillé? Non, pas du tout. Non, non. On a fait ça dans 118, aujourd'hui en 93, donc ça n'a rien à voir. Pour te dire, les peines d'amende par rapport à par rapport au gain, ils dirigent leur fait. Moralement, ça vous pose pas de problème? Aucun problème. En matière d'arnaque aux ACEDIC, cet homme, lui, est un repenti. Il accepte de témoigner à visage découvert car la justice l'a rattrapé. Il a déjà fait 27 mois de prison préventive pour avoir vendu 6 à 7 000 de ces faux dossiers. Depuis 1998, j'ai commencé à 5 000 francs par dossier. Je touchais 5 000 francs par dossier. Par la suite, 5, 6 ans, 7 ans, 8 ans après, les dossiers, tellement que c'était aussi facile, les prix ont aussi baissé. Donc on est arrivé de 5 000 francs, on est arrivé à 4 000 francs, de 4 000 on est arrivé à 3 000 francs. Et jusqu'à qu'on est arrivé même le dernier dossier que j'ai fait avant d'être incarcéré, on le faisait à 300 €. C'était comme si on achetait une baguette à la boulangerie. Quand on a fait un dossier, 2 dossiers, 3 dossiers, on voyait que ça passait aussi facilement. Quand on faisait une dizaine de dossiers, on voyait que ça passait aussi pareil. Donc on avait plusieurs sociétés. Donc on mettait, disons, 5-6 personnes dans une société, 5-6 dans une autre société. Et si vous avez une centaine de sociétés, donc ça représente un certain nombre de personnes qu'on peut mettre facilement. Selon nos calculs, il aurait ainsi gagné 3,5 millions d'euros. Souraj Sokoun a déjà été condamné à rembourser 600 000 €, mais il est désormais insolvable. Rien ne dit que les mesures annoncées aujourd'hui suffiront à enrayer ce type de trafic dont l'ampleur n'en finit pas d'être réévaluée. Politique, c'est une réconciliation qui fait l'affaire de Jean-Marie Le Pen à 4 mois de l'élection présidentielle. Après 8 ans de brouille, Bruno Maigret s'est rallié aujourd'hui au président du Front National. Il faut rappeler qu'il avait tout de même obtenu 2,3% des voix en 2002. Michael Darmon. Bruno Maigret et sa femme chez les Le Pen, cela tient presque du conte de Noël au Front National. Après 8 ans de brouille entre Le Penistes et maigretistes, l'heure est aux retrouvailles. Nous sommes heureux de cette réconciliation, une réconciliation qui est d'abord personnelle et amicale avec Jean-Marie et Jeannie Le Pen, et aussi bien sûr une réconciliation politique. Oubliez donc les affrontements violents et les insultes entre Le Pen et Maigret qui ce jour-là, lors d'un conseil national à Paris, avaient déclenché la crise à l'intérieur du FN. C'était aussi un mois de décembre. C'est la fameuse purge annoncée, la démaigritisation. La guerre Le Pen-Maigret fait rage et cisaille le parti. Jean-Marie Le Pen se compare à César, trahi par son fils Brutus. Moi je sors mon épée et je tue Brutus, avant qu'il me tue. En 2002, Bruno Maigret réalise 2% des voix à la présidentielle, tandis que Jean-Marie Le Pen accède au deuxième tour. Alors pour 2007, les parrainages et les voix maigretistes valent bien un pardon. Nous avons eu des différends et nous avons les uns et les autres, nous sommes passés au-dessus de ça, par amour de la patrie. Je retire donc ma candidature à l'élection présidentielle. Le MNR et moi-même allons soutenir la candidature de Jean-Marie Le Pen. Écoutez, en tout cas, Bruno Maigret n'avait pas vu autant de médias autour de lui depuis bien longtemps et il n'a pas boudé son plaisir. Alors arrêtez les photos et puis on... La politique encore avec cette traditionnelle image du sapin de Noël à l'Elysée. C'est peut-être la dernière fois pour Jacques Chirac, qui a reçu quelques 600 enfants du personnel et de quelques écoles aux côtés de son épouse. Pour assurer l'animation, le chanteur de rail Faudel a ouvert le spectacle, présent également M. Pokora et la troupe du Roi Soleil, entre autres.
À l'approche des fêtes, l'hiver s'installe. C'est un froid de saison, rien de plus, mais les températures peuvent descendre sous les moins 5 degrés pendant la nuit. Du coup, le niveau 2 du plan grand froid a été déclenché dans 28 départements. Ce plan prévoit notamment l'ouverture la nuit de locaux ou de lieux d'hébergement pour les personnes qui refusent de se mettre à l'abri. Les maraudes sont également renforcées dans les grandes villes. La plainte d'un homme obèse contre Air France. Il s'appelle Jean-Jacques Geoffrey, il a 41 ans, il pèse 180 kilos et il attaque la compagnie qui lui a fait payer un second siège lors d'un vol. Il estime avoir été humilié. François-Julien Piednoir, Didier Dahan. 180 kilos sans bagages, c'est le poids de Jean-Jacques Geoffrey lorsqu'il veut prendre un avion d'Air France pour rentrer de New Delhi à Paris. Mais pour s'asseoir à bord, il doit payer une deuxième place, 500 € supplémentaires, car son tour de taille dépasse les 135 cm autorisés. 2 personnes m'ont mesuré le tour de taille avec un ruban adhésif, les mêmes rubans qu'on met sur les bagages, donc je me suis senti comme un gros paquet qui devait être transporté et non plus comme un passager. Et pas de chance, une fois à bord, entre les 2 places payées, l'accoudoir ne se relève pas au maximum. Le voyage est un cauchemar. J'ai vraiment eu l'impression d'être, comme disent les conseils d'Air France, hors norme. Jean-Jacques réclame donc à Air France 8 000 € pour le préjudice moral et le remboursement du deuxième siège. Pour Air France, il n'y a pas eu de discrimination, c'est une question de sécurité dans l'avion et de bonne gestion de l'entreprise. On lui a vendu parce que c'est une nécessité. On ne va pas à chaque fois que quelqu'un vient en disant « attendez, je serais mieux dans 2 sièges », lui offrir un second siège. Hier, lors de l'audience, Jean-Jacques a été surpris d'entendre l'avocat le traiter de gros. Il a poursuivi en disant il tient à peine sur la chaise du tribunal. Comment pourrait-il s'asseoir dans un avion? Je ne dis pas qu'il est pédéraste, je ne dis pas qu'il est juif, je dis que cet homme est gros. Vous avouerez que c'est quand même assez blessant. On estime à 300 millions le nombre de personnes obèses dans le monde. Aux États-Unis, le surpoids des passagers aurait coûté 275 millions de $, notamment en kérosène supplémentaire, aux compagnies aériennes américaines. On reste dans les transports avec la décentralisation. Les conflits ont parfois des conséquences étonnantes. Ainsi, le tronçon d'autoroute entre Boulogne-sur-Mer et Dunkerque n'est plus éclairé la nuit depuis 1 mois. Motif, une brouille entre le Conseil régional et l'État. Jean-François Firet, Patrick Wurstorn sur place. Entre Boulogne-sur-Mer et Dunkerque, l'A16 désormais, c'est ça. Le noir complet sur 70 km. L'A16 ne fait plus exception à la règle. Comme toutes les autres autoroutes que gère l'État, la voici plongée dans l'obscurité. Vous préférez quoi? L'autoroute éclairée, c'est sûr. Les questions pour rouler, quoi, c'est pour la somnolence, sécurité. Boulogne, Calais, Dunkerque, mais aussi le tunnel sous la Manche, l'A16 absorbe l'intégralité du trafic en provenance d'Angleterre. Chaque jour, 50 000 voitures et 6 000 poids lourds. Cette autoroute est réputée dangereuse, mais l'État a toujours refusé de l'éclairer. C'est la région qui en assume seule le coût, 900 000 € par an. C'est la compétence de l'État, c'est pas la compétence de la région. De façon volontariste, la région a payé jusqu'à présent, mais n'a pas vocation à payer tout le temps. L'État a bien rouvert le dossier A16, mais la conclusion est restée la même. Alors, s'il y avait des gains de sécurité à éclairer l'autoroute, bien entendu, nous l'éclairions, parce que c'est une politique nationale et une politique du président de la République. En l'occurrence, il n'y a pas de gain, donc on n'éclaire pas. Selon les chiffres, en effet, l'autoroute A16 n'est pas plus dangereuse qu'une autre. En 5 ans, 22 personnes tuées, 354 blessés. Un résultat satisfaisant, oui, mais grâce aux lampadaires, estime la prévention routière. Savoir si c'est une ligne droite, si c'est sinueux, s'il y a une courbe un petit peu plus serrée, un petit peu plus large. L'éclairage vous donne quand même une indication qui porte au-delà de l'éclairage traditionnel des phares d'un véhicule. La région souhaite elle aussi que la lumière soit faite sur cette affaire. Elle a demandé aux communes et aux départements de participer au financement. Pour l'instant, pas de réponse. Une découverte médicale qui fait progresser la connaissance sur l'origine de l'autisme. Ce trouble du développement touche 1 enfant sur 200, principalement des garçons. Pendant longtemps, on a cru qu'il était d'origine psychologique. Aujourd'hui, c'est la piste génétique qui est privilégiée. Une équipe de l'Institut Pasteur vient d'identifier un nouveau chromosome qui en serait responsable. Dominique Chimbakala, Christophe Vignal. Elle vit avec le handicap de son fils depuis 5 ans. Là, c'est les marionnettes et il est un peu, c'est lui. Il est un peu à côté, quoi. C'est-à-dire que le spectacle de marionnettes, lui, il l'a pas compris. Compréhension difficile, retard de langage, gestes obsessionnels. Pierre est autiste. Un trouble du comportement jusqu'ici expliqué par une mauvaise construction du rapport mère-enfant. On m'a diagnostiqué une dépression qui effectivement justifiait l'état de Pierre.
Quand on dit il y a 20 ans, l'autisme c'était de la faute des mères, c'est pas il y a 20 ans, c'est malheureusement toujours aujourd'hui, en 2006. Une théorie remise en cause par les chercheurs de l'Institut Pasteur qui viennent de confirmer l'origine génétique de l'autisme. Sur une paire du chromosome 22, ils ont identifié un gène, SHANK3. En temps normal, il agit sur la fabrication de la neurogyline, une protéine capitale pour la communication entre les neurones. Chez les autistes, ce gène est défaillant. On a 2 copies normalement des gènes, et là, ces enfants ont perdu une copie, et c'est la perte de cette copie qui va leur empêcher d'avoir un développement normal du langage et de la communication sociale, et ça va donner un autisme. Cette découverte explique certaines formes d'autisme. Des études sont en cours pour identifier d'autres gènes responsables, afin de mieux comprendre le fonctionnement de ce handicap mystérieux qui frappe 100 000 personnes en France. À l'étranger, George Bush se démarque du rapport Baker sur l'Irak. Il rejette les appels à négocier avec l'Iran et la Syrie. Le président américain qui s'exprimait lors d'une conférence de presse ne s'est pas prononcé en revanche sur un éventuel retrait plus ou moins progressif ou un renforcement de la présence militaire américaine à Bagdad. L'hypothèse est également évoquée. Et puis une image de New York où les premières colonnes d'acier d'une nouvelle tour de la liberté ont été dressées sur le site du World Trade Center. 3 pylônes en acier ont été mis en place, l'un d'entre eux recouvert de milliers de messages écrits à la main. La tour sera haute de 541 mètres. Le nouvel appel des enfants d'Ingrid Betancourt. Cela fera bientôt 5 ans que la franco-colombienne est retenue en otage par la guérilla. Sa fille Mélanie a annoncé aujourd'hui qu'elle avait écrit une lettre aux rebelles pour demander une preuve de vie de sa mère. Christian Autin, Bernie Merriot. Mélanie Betancourt et son frère Lorenzo s'apprêtent à passer leur 5e Noël sans leur mère. Pour la première fois dans une lettre adressée aux FARC, la guérilla marxiste, ils interpellent ses ravisseurs. À quoi ça leur sert d'avoir des otages s'ils ne donnent pas de preuve de vie? Et ce n'est pas une question de moi, comme je disais, ça fait des années qu'on n'a pas de preuve de vie, donc à quoi ça leur sert? Est-ce qu'ils ne sont pas capables de donner des preuves de vie? On n'en peut plus. Il nous faut absolument une preuve de vie. Comment voulez-vous qu'on tienne si on n'a pas de preuve de vie? Voici la dernière preuve de vie. Cette vidéo d'Ingrid Betancourt, filmée par ses ravisseurs en mai 2003. Depuis, plus de nouvelles. Alors, aujourd'hui, les proches redoutent le pire. 3 ans et demi, c'est beaucoup. Beaucoup de choses peuvent arriver en 3 ans et demi. Nous, on a envie de savoir si notre mère est en vie. Interrogé en août dernier, le numéro 2 des FARC, Raoul Reyes, avait assuré qu'Ingrid Betancourt était en bonne santé, mais sans fournir de preuves. Aujourd'hui, les négociations sont dans l'impasse. Les FARC exigent la libération de 500 rebelles détenus par le gouvernement colombien contre celle de 58 otages, dont Ingrid Betancourt. Le 25 décembre, la mère de Mélanie et de Lorenzo fêtera ses 45 ans en captivité. 1500 soldats français de la FINUL s'apprêtent à passer les fêtes de fin d'année au Liban. Ils sont là pour contrôler l'application du cessez-le-feu, vous le savez, et aussi pour une autre tâche très délicate, déminer les milliers de bombes à fragmentation lâchées par les avions israéliens pendant la guerre. Envoyé spécial Loïc de la Mornay, Olivier Robert. En pleine patrouille, la colonne de casques bleus stoppe. Au loin, un agriculteur vient d'appeler à l'aide. Qu'est-ce que vous avez trouvé? Qu'est-ce qui se passe? Des sous-munitions en fait qui sont larguées par les Israéliens depuis les voies aériennes. Et en fait les habitants les ramassent, les entassent et ils viennent nous le dire après. Chacune de ces petites boules kaki a la puissance d'une grenade. Je les ai trouvées comme ça, il y en a partout, ici, là-bas. Ces soldats ne sont pas des mineurs. Ils marquent le danger En fait, pas tomber une dessus. Hein. Et vont aller prévenir des unités spécialisées. Ils conseillent aux paysans de quitter son champ. Peine perdue, c'est la période de récolte des olives et cette terre gorgée de danger est le seul gagne-pain du vieil homme. Les démineurs, ce sont eux, le bras toujours derrière pour éviter qu'ils soient arrachés en cas d'explosion. Et le couinement du détecteur indique qu'ils ont trouvé un nouvel engin de mort. Ça provient d'une bombe larguée par avion. Chaque bombe contient 600 mini-bombes comme ça. Plus c'est largué haut, plus elle se disperse sur des kilomètres carrés. Et certaines n'explosent pas en touchant le sol. Je vais placer cette capsule de 20 grammes d'explosifs pour provoquer l'explosion de la bombe. Il faut s'éloigner. La mini-bombe est mortelle dans un rayon de 50 mètres. Stand by, firing now.
Les arbres alentours ont été lacérés par les éclats. Ces armes interdites par la Convention de Genève font l'effet d'un tapis de grenades. À l'explosion, chaque mini-bombe projette 60 éclats mortels. Au même endroit, il y a un mois, le destin d'Ali Mohamed Jawal a croisé une de ces mini-bombes. Ce jour-là, son cousin a été tué. Lui s'en est sorti après de multiples opérations aux jambes et au bas-ventre. Il ne pourra sans doute plus jamais avoir d'enfant. On a pensé que c'était des morceaux de fer. On voulait les revendre aux ferrailleurs. Mon cousin en a pris une, elle a immédiatement explosé. Ça l'a touché au niveau du cœur. Il a été tué sur le coup. Il y a quelques jours, un berger s'est retrouvé coincé dans un champ de mines. Pour le secourir, un, puis deux, puis trois démineurs ont sauté sur une mine et chacun y a laissé une jambe. Les groupes de déminage ont demandé à l'armée israélienne de leur fournir des cartes indiquant les emplacements des mines nouvellement posées cet été. Ils attendent toujours la réponse. Les vacances, elles commencent après-demain dans toutes les académies. D'après les voyagistes, les départs à l'étranger sont en hausse. Destination numéro 1, le Maroc. Le Maroc qui propose par exemple de façon très accessible les premières dunes du Sahara. À Merzouga, reportage Jérôme Soulard, Yann Moine. Les dunes de Merzouga, c'est d'abord une expérience. Une quête d'harmonie pour ces touristes. 4 à 6 heures de marche quotidienne. Beaucoup de plaisir. C'est la découverte à pied, de voir le pays un peu plus près quand même, puis bon, de côtoyer les gens, de discuter avec eux tranquillement. Ici, pas de 4x4 climatisé, juste Youssouf, le guide, qui raconte la faune et la flore. C'est ce qu'on appelle l'eau des roseaux, donc ça veut dire que l'eau n'est pas loin d'ici, à 2-3 mètres. Et quand on trouve l'eau, les nomades ne sont pas loin. À la saison froide, Ibrahim et sa famille vivent ici, sur le chemin des caravanes. Les touristes sont les bienvenus, on leur offre le thé. Et pour quelques dirhams, on sait aussi se rendre utile. Un accro sur la djellaba de Chantal, Fatima se met immédiatement au travail. Je ne pensais pas qu'on serait si proche des gens en fait qui vivaient ici. Et c'est fabuleux, c'est formidable. Honnêtement, je ne comprends pas ce qu'ils viennent faire dans le désert. Il n'y a rien ici, il fait froid. 5 degrés, du vent, le désert peut être rude en hiver. Mais Youssouf, notre guide, sait toujours remotiver ses troupes dans ces moments difficiles. On n'est pas loin de notre lieu de repas de midi. Et juste là sur le sommet, on va voir une très belle vue avec une palmier. Une petite pause bien méritée pour nos touristes marcheurs avant de monter la grande dune. 6 jours de marche, 800 € la semaine avions compris, un grand bol d'air dans le désert. Sensation de protection quoi, on ne se sent pas du tout agressé. La différence avec la vie que l'on a tous les jours. C'est magique, c'est pas si loin que ça. Et grandiose. Bien loin des circuits touristiques traditionnels, le désert attire, même en hiver. Une incroyable expérience dans l'immensité des sables. Un conseil maintenant, si vous avez de jeunes enfants, éloignez-les de la télévision. C'est fait, car voici la question que se posent beaucoup de familles avec le sourire. Quand et comment font-ils annoncer que le Père Noël n'existe pas? Petite enquête signée Sophie Rodier et Christian Leroux. Tu veux quoi, Elisa? Un fauteuil de château. On avait dit le château. Écrire au Père Noël, c'est une affaire très sérieuse. C'est ça ce que je cherchais. Morgane a fini sa lettre. Elle croit dur comme fer au Père Noël, même si dans son école, certains enfants ne marchent plus du tout. Ils disent à chaque fois qu'ils ont des preuves pour lesquelles le Père Noël n'existe pas. Et moi j'en ai aussi parce qu'il existe. Et t'as quoi comme preuve toi? À chaque fois que je finis ma liste, je la mets dans un endroit, par exemple dans ma lettre, mais à chaque fois je la ferme et je la cache quelque part, comme ça mes parents ils la trouvent pas. Et malgré ça, tu trouves tes jouets sous le sapin à Noël? Oui. En fait, la vérité éclate souvent à cause de l'imprudence des parents. Alexandre Ronqueta se souvient parfaitement de ce jour où il a pris son père en flagrant délit. Quand je l'ai vu dans le salon en train de déposer un cadeau au pied du sapin, donc c'est vrai que ça m'a fait tout bizarre. Je lui ai posé la question, je lui ai dit mais papa, qu'est-ce que tu fais? Et là il s'est trouvé tout bête, il n'a pas su me répondre.
Et c'est à partir de... C'est vrai que j'ai pleuré. Brutal, mais pas traumatisant d'après les spécialistes. Pourtant, pour certains enfants, cette découverte peut être vécue comme une trahison. Le fait d'avoir été trompé, entre guillemets, pendant quelques années. Ça enlève un peu la confiance qu'on peut avoir en ses parents. Une déception, une tromperie qui peut être évitée. Tout est dans la manière de raconter l'histoire, disent les psychanalystes. Je crois qu'il faut expliquer à un enfant, et le Père Noël c'est un bon moyen, qu'il y a deux genres de vrai dans la vie. Il y a le vrai pour de vrai, c'est-à-dire la réalité. Si la voiture est rouge, elle n'est pas verte, ça c'est du vrai pour de vrai. Et puis il y a le vrai dans la tête, c'est-à-dire toutes les choses qui ne sont pas vraiment vraies pour de vrai, mais auxquelles on a envie de croire. Et que le Père Noël, c'est pas vrai pour de vrai, mais c'est vrai dans la tête. Il est préférable que cette révélation soit faite par les parents. Et si ce n'est pas le cas, de toute façon, le Père Noël survit rarement à la 2e année d'école primaire. Ça n'empêche pas en tout cas de faire des cadeaux. Voici quelques idées. Les livres de recettes sont toujours plus nombreux, toujours mieux illustrés. En voici quelques-uns et pour mieux vous aiguiller, Geneviève Moll et Jean-Marie Lecartier les ont fait tester par des grands chefs. Voici le meilleur de la truffe. 73 recettes avec ce diamant noir, préparé par 40 grands chefs. En entrée, un feuilleté de poireaux et de coquilles Saint-Jacques rôtis et marinés, embaumés par des tranches de truffe. Patrick Juel, le chef du First à Paris, surmonte ce feuilleté d'une langoustine à peine pochée et il l'arrose d'une vinaigrette tiède. Mais encore faut-il savoir où acheter une bonne truffe. Je recommanderais de l'acheter tout simplement en boutique, chez un bon traiteur de qualité et de vous la faire expliquer. Les saveurs de décembre pour les livres de cuisine, c'est leur concours, c'est-à-dire le prix Antonin Carême. Le châtiment pour les 7 livres retenus, c'est qu'un seul est couronné. Cette année, c'est celui sur le miel de Sylvie Girard-Lagorce chez Minerva. Le chef Philippe Renard y a trouvé pour Noël une recette d'oie au miel et aux épices. Mais il y met sa propre touche. Il fait d'abord cuire l'oie dans un bouillon de volaille. Ça va cuire pendant 3 heures. Tout doucement, il faut qu'il y ait juste des petites bulles sur le dessus. Ça frémit légèrement. Après seulement, il nappe l'oie de miel de 1000 fleurs, parfumée de 10 épices. Puis, un quart d'heure dans un four très chaud. Voilà la bête. Il accompagne sa bête, comme il dit, de petites rattes à la pancetta et à la coriandre. Autre livre, choisi par les libraires de la Procure à Paris, le b.a.-ba de la cuisine italienne, la cuillère d'argent, chez Faïdon. Et cette somme, chez Larousse, les secrets des grands chefs. Si vous prenez ce livre, il y a vraiment beaucoup de gestes techniques qui sont décrits pas à pas. Pierre Hermé vous parle dans ce livre de ses macarons à la truffe blanche et à la noisette. Ces saveurs inouïes, il les décline cette année dans une bûche de Noël. Un rêve, sensuel et gourmand. Un autre rêve, la saison des ballets, comme chaque année à Noël, il s'enchaîne à l'Opéra de Paris. Après Gisèle, dont nous avons parlé ici même, voici Coppelia, l'adaptation d'un conte d'Hoffmann de 1870. Sophie Jouve, Didier Dahan. Des automates, des poupées mécaniques. Voici l'antre mystérieux de Coppelius. Dans une ambiance de magie noire, le savant cherche à donner vie à l'image d'une femme qu'il a passionnément aimée. Il essaye de créer la femme de ses rêves ou la femme qu'il a imaginée. Et en fait, il y a un côté recherche de l'idéal, recherche de courir après ses rêves. Mais il n'y a pas que les jouets qui intéressent Coppelius, le manipulateur. La plus jolie fille du village lui rappelle la femme rêvée et devient l'objet de ses fantasmes. Mais voilà, elle a un fiancé. Un trio amoureux pris dans une ronde infernale des sentiments. Un ballet qui alterne tableaux romantiques et rythmes endiablés.
Brunhilda ne sort jamais de scène. Donc c'est 2 actes à fond la caisse. Dans cette adaptation d'un conte d'Hoffmann, Franz arrache sa bien-aimée à ces lieux maudits et passe de l'autre côté du miroir. Avec Coppelia, l'opéra se met au fantastique pour les fêtes de fin d'année. En attendant, les 12 coups de minuit. Sport, football, Le Mans vient de se qualifier pour les demi-finales de la Coupe de la Ligue. Victoire 2-1 face à Sochaux, Bussigny, Samassa et Romaric pour Le Mans. Isabelle pour Sochaux. Et puis la surprise tout à l'heure, c'est la qualification de Reims, club de Ligue 2 face à Rennes. Un club de Ligue 1, 1-0, Bussigny-Forêt. Reims qui a pu compter sur un gardien particulièrement performant. Liébus a arrêté ce pénalty dans les toutes dernières minutes de jeu. Avant de refermer ce journal, cette dernière minute, Vincent et Cassandra, on vient de l'apprendre, ont été retrouvés sains et saufs dans un couvent de Rome en Italie. Il s'agit de ces 2 enfants de 11 et 9 ans, portés disparus depuis samedi à Meaux, alors qu'ils dormaient dans un foyer. Leur mère a reconnu avoir organisé ce départ avec la complicité de sa sœur qui les accompagnait. Elle s'était vue retirer leur garde en octobre dernier. C'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Tout de suite la météo, Laurent Romeshko, 20h50, les 2 derniers épisodes de David Noland avec Frédéric Diefenthal. Un petit démenti pour terminer à l'adresse des enfants. Le Père Noël existe bien. À demain.